Le plaisir et le privilège de recevoir M. Le Gallou, qui a été un des fondateurs du Club de l'Horloge, un cercle de pensée, et il va nous entretenir de la démocratie directe ou la démocratie, disons les référendums d'initiative populaire, voir si dans les structures actuelles de la démocratie moderne, qui vous avez été exposé la fois dernière dans ses fondements philosophiques par Magnard et Maxence Écart, si elle était amendable en quelque manière par, d'une part, ces référendums d'initiative populaire, mais ça soulève certainement beaucoup de problèmes juridiques, et Internet. Et M. Tandler va faire, c'est la première fois qu'il va parler en tant que mon adjoint, présenter la conférence de ce soir. La conférence peut-être pas, mais le conférencier sûrement. Il est impossible en peu de temps de retracer une carrière aussi riche que celle de Jean-Yves Le Gallou. Je note simplement dès le départ qu'il avait 20 ans en 1968. Alors je comprends... je suis un 68ard. Voilà. D'un type particulier. En tout cas, je crois que le spectacle de cette année folle a dû le marquer, puisqu'il a toujours combattu les gens qui étaient à l'origine de ce carnaval, hideux. On remarque dès le départ son intérêt pour le combat culturel. En effet, il se dresse contre un certain Jacques Lang, qui a dû laisser un souvenir à pas mal de gens ici, et qui a été un grand pervertisseur de la jeunesse de France. Cela entre 83 et 85. Il a eu des engagements successifs dans des combats difficiles, louables, avec des étiquettes qui ont pu varier, mais c'était toujours les mêmes ennemis qu'on combattait. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ce soir, c'est la raison pour laquelle Jean-Yves Le Gallou est ce soir devant vous. Alors c'est très simple, pour moi ça tient en trois choses. Il y a eu la fondation Polémia, 2003. Il y a eu Radio Courtoisie, une décennie entière, jusqu'en 2016. Il y a eu, en ce moment, il y a toujours les Bobards d'or, où je me souviens avec beaucoup de plaisir d'apparition de Jean-Yves Le Gallou qui entraînait l'enthousiasme des spectateurs. Donc, ce soir, je leur raccroche par rapport au combat culturel à un sujet beaucoup plus élevé, qui est de se confronter à un terme très ambigu, la démocratie, et de nous faire explorer, je suppose, certains coins que nous connaissons plus ou moins. On s'imagine toujours connaître beaucoup de choses dans ce domaine, mais on n'arrête pas d'avoir de grosses surprises. La parole est à Jean-Yves Le Gallou. Merci à vous, merci de m'accueillir. Alors, le sujet qui m'a été proposé, que je vais essayer de traiter, est le suivant: le référendum et Internet peuvent-ils changer les défauts de la démocratie? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faut partir de l'origine. L'origine de la démocratie, c'est le démos, le pouvoir du peuple. Et c'est la conception grecque des choses et de la politique. Les problèmes de la démocratie ont été pensés par les Grecs. Jacqueline de Romilly a fait un livre, il y a une trentaine d'années peut-être, de la démocratie chez les Grecs, où tous les problèmes sont posés. Y compris, ce qui est assez amusant, un chapitre sur les indemnités
des élus ou de ceux qui participent à l'Assemblée du peuple, parce que la démocratie grecque, c'est quand même fondé sur la participation des citoyens, et où les Grecs s'étaient posé la question du niveau des indemnités des élus, en montrant qu'il n'y avait, quelle que soit la solution choisie, il n'y avait que des inconvénients. C'est-à-dire que si vous ne donnez rien, il n'y a que les riches qui peuvent participer. Si vous donnez un peu, il va y avoir des gagnes petits qui vont participer et qui vont chercher à élargir leurs gains par des moyens plus ou moins respectables. Et si vous donnez beaucoup, à ce moment-là, vous aurez une motivation d'intérêt personnel. Donc il n'y a pas de solution parfaite à ce sujet. On peut tout à fait appliquer à l'époque actuelle les analyses que les Grecs faisaient il y a 2500 ans. Et vous voyez très bien, une des parties d'ailleurs, une des explications, peut-être des affaires à répétition qu'on voit dans les médias, vient du fait qu'au cours des 40 dernières années, les écarts de revenus ont considérablement augmenté. Il y a 40 ans, entre l'ouvrier spécialisé de Peugeot et le patron de Peugeot, l'écart était de 1 à 10. Aujourd'hui, et le député était à peu près entre les deux, peut-être un peu plus près du PDG que de l'OS, mais bon. Aujourd'hui, l'écart, il est de 1 à 400. Et l'écart entre le député et l'OS s'est élargi par rapport à l'OS, donc les gens ont l'impression qu'il est très bien payé, alors que pour les patrons, il n'a pas de quoi se payer des costumes. Voilà. Et vous avez là une explication un peu globale à un certain nombre d'affaires sur lesquelles je reviendrai peut-être dans le cours du débat. Alors les anciens Grecs avaient vu que la démocratie, donc le pouvoir du peuple, le pouvoir des citoyens, puisque la démocratie chez les Grecs, c'était uniquement les citoyens, et c'était quand même assez strict. Démosthène en avait fait l'expérience, puisqu'il avait épousé une non-citoyenne, et donc une non-citoyenne qui était une grecque d'une autre cité, et donc ça avait posé beaucoup de problèmes. Et donc, les Grecs avaient vu les différentes dérives possibles de la démocratie. L'ochlocratie, le pouvoir de la foule. Le pouvoir émotionnel de la foule. L'oligarchie, c'est-à-dire l'accaparement par un petit nombre. L'oligarchie, comme dérive de la démocratie, ne donne pas forcément des mauvais résultats. Venise a été un régime oligarchique, la République de Venise, qui a tenu 10 siècles, qui a gouverné une partie de la Méditerranée et laissé des œuvres d'art et des constructions tout à fait admirables. C'était une oligarchie, un système extrêmement compliqué, extrêmement intéressant d'ailleurs, puisque ça mélangeait le vote, le tirage au sort corrigé par la fraude. Eh oui, je vous raconte les choses telles qu'elles sont, c'est pas un cours de morale là que je fais. Voilà. Et donc, un système oligarchique peut parfois donner de bons résultats. Et puis, il y a aussi une autre dérive, le despotisme, quand un seul s'impose. Bon. Et puis, il y a des régimes mixtes. Si on voit l'Empire romain, c'était un système mixte entre l'empereur, représentant monarque, sol,
mais avec un Sénat oligarchique, aristocratique très, très fort. Et l'histoire de l'Empire romain, qui a quand même duré 4 siècles, sans parler de Byzance, c'est un équilibre entre ces deux forces. Alors, ceci étant, la démocratie antique, en tout cas la démocratie grecque, c'était essentiellement une démocratie directe. C'est-à-dire, ceux qui gouvernaient, c'était l'assemblée du peuple, l'assemblée du citoyen, tout le monde n'étant pas citoyen, bien sûr. En fait, les modes démocratiques que nous connaissons aujourd'hui, à part la Suisse, à part certains aspects de la vie politique aux États-Unis, c'est de la démocratie représentative. C'est-à-dire que le peuple, démos, vote pour élire des représentants, des parlementaires, ou éventuellement pour choisir un président, qui ensuite gouverne en son nom. Mais vous avez raison, madame, à sa façon. Et une des bases de la démocratie représentative, ce qui permet de comprendre la démocratie représentative, c'est la formule suivante: représenter, c'est trahir. Il y a toujours un biais entre le représentant et le représenté. Bon, j'ai moi-même été élu un certain nombre d'années, conseiller municipal, conseiller régional et président de groupe à la région, Île-de-France, député européen. Je me suis souvent posé la question du biais entre ceux, et encore j'étais dans l'opposition, je pense être resté assez ferme sur mes positions, mais il y a toujours un décalage. Et très souvent, je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qu'en pensent mes électeurs? Et c'est une question qui est absolument centrale dans la démocratie représentative, et très souvent, la tendance du représentant est de s'éloigner des représentés, et c'est un biais tout à fait fort. Représenter, c'est trahir, c'est, je crois, la phrase clé pour comprendre les limites de la démocratie. Et aujourd'hui, je crois que c'est particulièrement vrai, et c'est pour cela qu'il y a une crise profonde de la démocratie représentative. Parce que les élus subissent le poids de 3 forces considérables. Le poids de l'argent, et donc des lobbies. Le poids des médias, qui est aussi lié à l'argent et au lobby. Et le poids des juges qui s'appuient sur les médias pour développer un pouvoir indépendant du peuple. Alors, je vais développer ces 3 points et puis ensuite voir comment on peut faire face à cela. D'abord, le poids de l'argent et des lobbies. On le voit de manière absolument caricaturale aux États-Unis, où l'essentiel des hommes politiques du Congrès américain, qu'ils soient sénateurs ou représentants, dépendent strictement des gens qui les financent. Il y a une scène extraordinaire dans un film grand public qui s'appelle Le Monde, je crois, Le Monde selon Charlie Wilson. Charlie Wilson est un représentant américain qui a joué un rôle historique tout à fait important, avec des effets sans doute à terme catastrophiques. C'est l'homme qui a fait livrer
les missiles Stinger aux Moudjahidines afghans. Il a donc joué un rôle tout à fait essentiel, puisque c'est un des éléments qui a conduit à l'échec de l'Union soviétique en Afghanistan et à la chute de l'Union soviétique, en même temps qu'à l'expansion du djihadisme partout dans le monde. Et donc c'est ce représentant américain qui a conçu ce projet de vente des missiles Stinger. Il y a un film grand public. Hein. Moi je l'ai vu dans un voyage aérien, vous voyez, donc c'est pas dans un film d'arrêt-essai. Ça raconte la vie de Charlie Wilson, sa vie publique, sa vie privée, enfin bon, c'est un film grand public. Et à un moment, un des conseillers de Charlie Wilson lui dit « Monsieur le député, vous devriez faire cela ». Et il lui répond « Non, je ne peux pas, à cause de mes électeurs, en l'occurrence à cause de mes électeurs juifs ». Et l'autre lui répond, enfin écoutez, dans la 12e circonscription du Texas, je ne vois pas bien où est le problème. Il lui dit si, ce sont les financiers. Alors la question n'est pas de dire là, en l'occurrence, ce sont des financiers juifs. Le problème, c'est que ce sont les financiers qui déterminent, les gens qui financent les campagnes électorales, qui déterminent ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire. Et c'est assez intéressant de voir que dans le cas américain, l'homme qui s'est opposé au système, au moins jusqu'à un certain point, c'est Trump. Parce que Trump, étant milliardaire, il n'avait pas besoin de l'argent du lobby des armes, du lobby de la pharmacie ou du lobby du pétrole. Il avait son propre argent. Voilà. Ce qui est évidemment une forme particulière. Et si vous regardez en France, pour l'élection présidentielle qui vient, deux des principaux candidats sont dans la main de lobby financier. Monsieur Macron est un représentant du lobby bancaire, en même temps que du lobby pharmaceutique. Vous avez vu, même si on n'a pas beaucoup parlé, que son conseiller santé, M. Mourad, qui est le frère du principal conseiller de M. Macron, qui vient, lui, du groupe Drahi, avait des intérêts extrêmement puissants chez Servier. Et donc, le projet santé de M. Macron, c'était le projet permettant de vendre davantage de médicaments de chez Servier, ou d'autres d'ailleurs. Voilà. Bon. Honnêtement, Fillon, c'est pas très différent, puisque même s'il a un discours, par certains côtés, conservateur, ses deux principaux soutiens, monsieur de la Charrière, c'est un membre du siècle, c'est un membre du groupe Bilderberg, et monsieur de Castres, c'est le président du groupe Bilderberg aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui sont dans une logique mondialiste et affairiste. Et de ce point de vue-là, honnêtement, le CAC 40 et les grandes multinationales, avec Macron et Fillon, c'est quand même gagnant-gagnant. Il n'y a qu'avec Marine Le Pen que c'est moins dans la poche, mais ce sera évidemment difficile pour elle d'être élue. Mais sur trois candidats, il joue quand même placé dans deux cas. Voilà, avec forcément au deuxième tour l'alliance de l'un avec l'autre contre la troisième. Dans l'hypothèse où Marine Le Pen sera au deuxième tour et où Macron ou Fillon seront... l'un des deux sera sélectionné. Il joue gagnant-gagnant avec le poids de l'argent qui est quand même très important dans une campagne électorale, parce qu'on ne touche pas les gens sans argent dans une société de masse
où les gens sont habitués à recevoir des messages publicitaires, et si vous n'envoyez pas les messages publicitaires, vous avez assez peu de chances d'être connu. Alors il y a ensuite le poids des médias. Alors le poids des médias, il est là aussi considérable. Puisque d'abord, les médias ne sont pas neutres. Ils développent, oui je sais ça vous fait sourire c'est sûr, mais le monde est absolument merveilleux, merveilleux. Ils comprennent pas, les médias, ils sont très malheureux, ils ont l'impression d'être mal aimés, que les gens ne les aiment pas, que les gens ne les croient plus. Je sors mon mouchoir parce que vraiment ils sont très malheureux. Et il y a eu un éditorial du Monde récemment où ils expliquaient, enfin c'est quand même incroyable. On n'est pas un journal d'opinion. On est un journal d'information. 3 lignes après, il disait bien entendu, nous combattons les valeurs du Front National. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne voyaient pas la contradiction. Non, forcément, ils sont dans le camp du bien. Alors le camp du bien, ça se décline comment? Eh bien, c'est le mondialisme, c'est le règne de la marchandise, l'expansion de tout ce qui se vend, y compris dans le domaine de la vie, c'est l'immigration, l'ouverture des frontières, le sans-frontiérisme, et c'est la rupture avec la tradition, avec les traditions. Donc voilà, ils ont une ligne idéologique qui est extrêmement claire, qu'on trouve absolument partout. Lorsque le président Hollande, dont on connaît l'extrémisme raciste, avait voulu envisager de déchoir de la nationalité les djihadistes. Il y avait eu des débats sur des télévisions. Il y a 95% des Français étaient d'accord. Mais il y avait des débats sur les télévisions où ils avaient réussi quand même à interroger 3, 4, 5 personnes qui toutes étaient contre. Donc c'est vraiment des débats très particuliers, puisqu'on réunit en débat des gens qui pensent la même chose. C'est ça le système médiatique. Ce qui est très fort, parce que vous avez l'illusion du débat, puisqu'il se chipote sur ce qui est périphérique, en étant d'accord sur l'essentiel. Donc il y a une idéologie médiatique. Cette idéologie médiatique, évidemment, elle a de l'influence, puisqu'elle se répète tous les jours. Tous les jours, superfusion, y compris pour les enfants. Y compris pour les enfants. On fait des vidéos, Radio France, chaîne de service public que vous payez avec votre redevance, fait des vidéos où on explique aux enfants ce qu'il faut penser. Hein? Donc on va quand même très 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 loin. Et puis il y a un biais très important qui est le biais par les questions des journalistes. C'est-à-dire que dans les débats à la présidentielle, les journalistes sont toujours sous l'angle gauche politiquement correct pour interroger les candidats qui, par la nature des choses, sont amenés à faire des compromis malgré tout avec les gens qui les interrogent. Et donc, à parler plutôt de certains sujets que d'autres, à mettre un peu d'eau dans leur vin, etc. Toujours. Et vous avez des journalistes qui pourraient interroger d'un autre point de vue, mais auxquels on ne fera pas appel pendant l'élection présidentielle. Par exemple, on ne demandera jamais à Zemmour d'interroger les candidats à la présidentielle. Or, si Zemmour interrogeait les candidats à la présidentielle, il les interrogerait sous un angle différent, et donc les amènerait probablement à répondre différemment. Alors, il y a eu récemment, c'est assez drôle, le CSA a publié les temps de parole des candidats sur les différents médias au cours du mois de février. Et donc il a constaté que M. Fillon avait beaucoup de temps de parole, M. Macron un peu moins, M. Hamon un peu moins, et Mme Le Pen encore moins. Ce qui amène quand même un double commentaire. D'abord, Marine Le Pen, qui objectivement, elle et ses amis n'ont jamais eu
un aussi bon accès dans les médias que maintenant, ont encore un accès médiatique inférieur à celui de leurs concurrents. D'autant plus qu'une partie du temps de parole consiste à répondre aux attaques. Bon. Alors que Macron, c'est le tapis rouge permanent. Tapis rouge permanent. Fillon a eu beaucoup de temps de parole, mais enfin il faut reconnaître qu'il a passé surtout du temps de parole à s'expliquer sur ses affaires, et donc c'était pas du temps de parole, et d'autant plus qu'une partie de son temps de parole était donné aux gens qui le soutenaient et qui, en fait, de le soutenir, avaient plutôt tendance à le larguer. Voilà. Donc, c'est quand même très, très, très biaisé, parce que le temps de parole, il n'est pas seulement quantitatif, il est aussi qualitatif. Et vous avez là, cette élection présidentielle est biaisée par l'intervention massive du pouvoir judiciaire. La tradition était que le pouvoir judiciaire s'abstenait d'intervenir en période électorale. Il y a une affaire, un homme politique, une femme politique est mise en cause, on traite l'affaire avant l'élection, on traite l'affaire après l'élection, on n'instruit pas l'affaire pendant l'élection. Or là, c'est exactement le contraire qui se passe. Non seulement on instruit l'affaire pendant l'élection, mais on la feuilletonise. C'est-à-dire, vous regardez, l'affaire des assistants parlementaires de Marine Le Pen est absolument dérisoire. Moi, je veux bien, mais quand on vient dire que son garde du corps, c'est un emploi fictif, franchement, c'est tout sauf un emploi fictif, quoi. Bon, voilà. Et en l'occurrence, quand elle va à Strasbourg ou à Bruxelles, elle a aussi besoin de son garde du corps. Donc c'est pas scandaleux qu'il soit aussi payé par le Parlement européen. Mais on feuilletonise. C'est-à-dire, un jour, on met un gars en examen, un autre jour, on met une autre personne en examen, troisième jour, on convoque quelqu'un, quatrième jour, on convoque, et donc on feuilletonise. Pour Fillon, c'est pareil. Toute sa campagne politique, tous les 3 jours, il a un événement, quoi. On le perquisitionne, on le convoque, enfin, c'est hallucinant, quoi. Hein, c'est vraiment une pollution de la campagne électorale par la justice. Et en fait, ça n'est jamais que voir du pouvoir judiciaire qui veut là peser sur le choix du candidat à l'élection présidentielle, le choix de la magistrature étant Macron. Mais les juges pèsent déjà énormément sur les lois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur un sujet qui est absolument central, qui est l'immigration, ce ne sont absolument pas les députés, les ministres ou les présidents qui font les lois, ce sont les juges. Avec une pyramide judiciaire où vous avez au sommet le Conseil constitutionnel qui censure ou censure pas les lois, mais qui conditionne les propositions faites par l'exécutif et faites par les députés. Ensuite, le Conseil d'État. Ensuite, la Cour de cassation, qui traite toutes ces questions. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Très récemment, le Conseil d'État a décidé qu'un étranger ne vivant que d'aide sociale pouvait accéder à la nationalité française. C'est aussi le Conseil d'État qui a décidé que les maires n'avaient pas le droit d'interdire le burkini sur les plages. Voilà. Mais c'est le Conseil d'État qui a décidé, il y a 40 ans de ça, qu'il fallait faire le regroupement familial en France et non pas dans le pays d'origine. On accuse ce malheureux Giscard de regroupement familial. C'est très injuste. Parce que Giscard a fait le regroupement familial avec Chirac en 1976, mais en 1979, il a fait prendre par Barre et par Bonnet, ministre de l'Intérieur, un décret arrêtant le regroupement familial. Le Conseil d'État a cassé ce décret.
Je pourrais multiplier les exemples. C'est le pouvoir judiciaire qui exerce son pouvoir dans ce domaine-là. Au nom, et il l'exerce au nom de l'interprétation que la Cour européenne des droits de l'homme fait de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'idéologie des droits de l'homme est parfaitement incompatible avec la démocratie, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et l'idéologie du droit de l'homme, c'est l'interprétation de textes généraux par les juges sous un angle politiquement correct. Voilà. Alors, comment on peut faire en sorte que les choses changent? Il y a deux axes possibles. Le premier, c'est la contestation du pouvoir médiatique par les médias alternatifs, par les réseaux sociaux. Le deuxième, c'est la contestation du pouvoir judiciaire, de l'idéologie des droits de l'homme, par le référendum. Alors, première chose, c'est la contestation des médias, que moi j'appelle des médias de propagande, parce que quand vous regardez les unes des journaux, c'est vraiment des médias de propagande. La contestation des médias de propagande par les médias alternatifs qu'on peut voir sur Internet et qui sont en pleine expansion. Aux États-Unis, la victoire de Trump s'explique par trois choses. La première, c'est qu'il était investi par le Parti républicain, ce qui donnait une certaine légitimité. La deuxième, c'est qu'il a fait campagne non pas en se soumettant aux médias officiels, mais en combattant les médias officiels. Et la troisième, c'est qu'il a bénéficié d'un puissant soutien des médias alternatifs, et il en a été parfaitement reconnaissant, puisqu'il a nommé à la Maison-Blanche comme conseiller stratégique Steve Bannon, qui était le patron de Breitbart, qui était l'un des principaux médias alternatifs. Voilà. Eh bien, en France, c'est aussi sur les médias alternatifs que on peut accéder à la réalité. Les médias alternatifs, il y en a de différentes sortes. Il y a le Salon Beige, qui a joué un rôle très important, notamment au moment de la Manif pour tous. Il y a François Dessouche, il y a Boulevard Voltaire, il y a Radio Courtoisie, il y a TV Liberté, et tout ça a de plus en plus d'importance. Il y a eu aujourd'hui, dans Libération, un grand article qui a comparé l'impact des sites officiels du Monde, du Figaro, de Mediapart, avec l'impact et le relais par les réseaux sociaux de François Dessouche, de Boulevard Voltaire et de TV Liberté. Et alors ils sont évidemment consternés parce qu'ils s'aperçoivent que l'impact le plus important, c'est du côté des dissidents, de ceux qui amènent une information alternative et qui permettent de connaître ce qui autrement serait occulté. Car tu as cité, je crois, les bobards d'or. Les bobards d'or récompensent ce qu'on appelle les meilleurs des journalistes, c'est-à-dire ceux qui mentent le mieux. Mais à côté du bobard, du mensonge absolu, du genre il n'y a aucun lien entre les migrants et le terrorisme, que tous les journaux ont repris 2 mois avant le Bataclan. À côté du bobard, l'essentiel de la désinformation, c'est l'occultation. On cache, c'est le silence, on cache ce qui existe. Et le principal travail de la réinformation, des médias alternatifs, c'est de faire émerger
des faits qui sont occultés ou minorés. Et à partir de là, il y a un rééquilibrage de l'information. Et à partir de là, l'opinion peut se former autrement. Et ce qui est extraordinaire dans cela, c'est que chacun devient acteur de l'information. Avant, c'est ça qui rend malade les journalistes. Avant, l'information, elle venait du haut vers le bas. Le journaliste qui savait où est le bien, disait aux gens ce qu'il convenait de penser. Aujourd'hui, l'information, elle va du haut vers le bas, mais elle va du bas vers le haut et elle va horizontalement. Tout le monde peut, avec un téléphone, prendre une photo, filmer une scène et la faire connaître. Ensuite, aller relayer. Je prends un exemple récent. Lorsqu'il y a eu les manifestations pour Théo, vous savez, ce brave garçon qui a été victime d'une odieuse agression policière, l'affaire n'est pas du tout ce qu'on nous a raconté. Il y a eu des manifestations. Et donc, dans les médias officiels, on vous présentait la partie gentille de la manifestation, bon enfant, de manifestant, et puis après, on vous montrait la charge de police. Sauf que il y a d'autres images qui ont circulé et qui se sont répandues partout, qui montraient la violence des émeutiers cassant notamment les vitres du Conseil général du département de Seine-Saint-Denis, etc., etc. Et donc, il y a la possibilité de faire émerger des faits qui autrement seraient cachés. Ça, c'est tout à fait... Et chacun peut le faire. Vous pouvez filmer des scènes, mais vous pouvez aussi relayer, par tous les moyens dont vous pouvez disposer, relayer les informations qui circulent ensuite sur Internet, et ça change l'opinion, parce que les gens vont accéder à des faits, à des réalités qui autrement leur seraient occultées. En ce sens, Internet a complètement changé la donne. Alors il y a d'ailleurs un paradoxe assez extraordinaire, c'est que ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire les 4 grandes entreprises, les 4 multinationales américaines de l'Internet, Google, Apple, Facebook et Amazon, on pourrait rajouter éventuellement Twitter, mais qui est moins important, sont toutes dans une idéologie mondialiste, immigrationniste et libertaire, mais leur modèle, qui est la libre circulation de l'information, bénéficie à ceux qui pensent autrement. Et par exemple, beaucoup de livres qui sont édités dans notre camp ne vont pas se retrouver en pile dans les librairies, parce que le réseau de distribution verrouille ça, mais se vendront en masse sur Amazon. Donc il y a une espèce de paradoxe entre l'idéologie des patrons de ces entreprises et, en pratique, ce qu'ils contribuent à diffuser, en tout cas pour le moment. Donc, ce qui change la donne, il y a 15 ans, il n'y avait qu'une manière de s'informer, c'était les médias officiels, les journaux, les radios, les télévisions. Aujourd'hui, il y a toujours les radios, les télévisions, les médias officiels qui continuent d'avoir une importance évidemment très considérable, mais qui sont concurrencés par les médias alternatifs, les réseaux sociaux, qui ont un double effet. D'abord, ils apportent à la connaissance un certain nombre de faits qui autrement seraient occultés, et ensuite, ils décrédibilisent les médias officiels. Et ça, c'est très important, parce qu'à partir du moment où les gens savent que les médias leur mentent, les médias continuent de les influencer, il ne faut pas se faire d'illusions, mais moins qu'avant. Donc, de ce point de vue-là, la réponse
à la question, et oui, Internet a un peu changé la donne. La deuxième chose qui pourrait changer la donne, c'est le référendum et le référendum d'initiative populaire. Et là, c'est tout à fait différent. Parce que si vous voulez, il y a une distorsion considérable si on compare des sondages. Par exemple, on va demander aux gens, est-ce que l'immigration est une chance pour la France? Ou est-ce qu'il faut plus ou moins d'immigrés? Vous allez avoir 70% des gens qui vont vous répondre non, il faut plutôt moins d'immigrés, non, c'est pas une chance pour la France, etc. etc. Bon. Mais dans le même temps, vous n'avez que 25 à 30% des gens qui votent pour le parti qui veut limiter l'immigration. Donc il y a un décalage. De même, si vous regardez les politiques qui ont été suivies sur ce sujet-là depuis 40 ans. Depuis 40 ans, en gros, les partis qui faisaient campagne plus ou moins fortement pour une limitation de l'immigration, c'est-à-dire quand même en gros le Front National et puis le RPR devenu l'UMP, devenu les Républicains et j'en passe, ont toujours eu la majorité. Et pourtant, il y a toujours eu des politiques consistant à faire venir davantage d'immigrés. Donc il y a une distorsion entre la représentation politique et le souhait des gens, et il y a une distorsion, ce qui est plus grave, entre ce que les gens pensent et ce que les gens votent. Parce que quand ils votent pour des images. Alors que, et les images, évidemment, il y a les candidats dont on vous dit que ce sont des anges, et les candidats dont on vous dit que ce sont des diables. Saint-Macron et la méchante Marine. Voilà. Et donc, effectivement, c'est quand même mieux de voter pour le gentil que pour le méchant. Et les gens... Et donc, en revanche, quand il y a un référendum sur un sujet, les gens votent en fonction de leurs convictions, de ce qu'ils croient bien, de ce qu'ils croient mal. Si vous prenez un autre sujet, qui est celui qu'on a appelé le mariage pour tous. En vérité, la dénaturation du mariage. Eh bien, presque partout où il y a eu des référendums, pas partout, mais presque partout où il y a eu des référendums, les gens se sont prononcés contre, malgré une propagande massive pour le système. Mais presque partout, la Slovénie, par exemple, l'a refusé, la Californie l'a refusé, alors après, la Californie l'a refusé, mais c'est la Cour suprême de Californie, puis la Cour suprême des États-Unis, d'Amérique, qui a validé le truc. Mais c'est le pouvoir des juges, c'est-à-dire des gens non élus. Mais quand les gens votent directement, ils votent selon leurs convictions, et souvent, ils votent de manière plus identitaire et plus conservatrice. Et donc, il y a un intérêt à développer les mécanismes de référendum et de référendum d'initiative populaire, comme cela existe dans certains États américains, et surtout comme cela existe en Suisse. En Suisse, il y a d'ailleurs un conflit terrible entre les votes du peuple et la représentation en Suisse, c'est pareil. Quand l'Union démocratique du centre fait des référendums, comme elle en a fait contre l'immigration de masse, contre les mosquées, mais aussi sur d'autres sujets, elle gagne les référendums. Par contre, l'Union démocratique du centre n'a que 30% des voix. Ce qui est pas mal, vous me direz, mais c'est pas suffisant. Mais il y a en Suisse un conflit terrible, puisque au nom du système européen et au nom des juridictions internationales, les élites suisses ont tendance à ne plus tenir compte de ce que veut le peuple suisse. Mais c'est là qu'il y a véritablement un conflit. En toute hypothèse, le référendum est un moyen de faire arriver vers le haut les préoccupations
du peuple, alors que le système représentatif est biaisé, puisqu'il est biaisé de la manière suivante. Les médias présentent sous un angle sympathique les gens qui sont dans le sens de l'idéologie médiatique et diabolisent les gens qui vont dans un sens contraire à l'idéologie médiatique. Et les gens finissent par être influencés par les médias, bien sûr. De même, le fait que Macron soit présenté comme un saint et un génie, et Fillon comme un type qui bricole quand même avec l'argent public, et ben ça va avoir forcément des effets électoraux. Voilà. Donc, les deux manières de contourner le système oligarchique tel qu'il est dirigé par les banques, par les médias, par les juges, c'est le développement des médias alternatifs et des réseaux sociaux et le recours au référendum, et mieux encore qu'au référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire où les gens soit s'opposent à une loi, soit proposent le vote d'une loi qui leur paraît aller dans le sens souhaitable. Voilà les deux manières, en l'état actuel des choses, de corriger une situation qui est extrêmement défavorable aux idées identitaires, aux idées conservatrices et aux valeurs traditionnelles. C'est les deux outils qu'il faut utiliser, qu'il faut promouvoir pour changer les choses, indépendamment de celui ou de celle qui sera élu lors des prochaines élections. Face aux questions. Oui, j'aurais une question. Oui. Compte tenu que, d'une certaine façon... Oui, mais attendez, je cherche mes mots. En République, on pourrait... En République, le verre est en quelque sorte... Les institutions républicaines ont un peu le verre est dans le fruit, on peut dire, depuis l'origine. C'est l'émancipation. Et les institutions républicaines, depuis 1789, aussi toujours entre stabilité et émancipation. Est-ce que vous pensez qu'un changement réel est possible dans le cadre institutionnel républicain? Tout laisse penser aujourd'hui que cette République est en train de miter et va s'effondrer. Et on voit bien que tous les partis sur la scène politique sont tous plus ou moins libéraux, y compris Marine, dans le domaine des mœurs, moi, même si leur programme économique est intéressant. Donc nous sommes devant une situation, on ne voit pas tellement quel peut être l'horizon dans ce cadre républicain. Est-ce que vous pensez qu'un avenir est possible, un horizon est possible, ou ne faut-il pas plutôt aller vers autre chose? Et c'est autre chose, peut-être que les médias alternatifs auront leur rôle, mais vous avez commencé par critiquer la démocratie, les limites intrinsèques de la démocratie. On ne voit pas ce qu'on pourrait faire en se basant uniquement sur un mandat du peuple qui, d'une certaine façon, a besoin d'une éducation. Et la République ne fournit pas cette éducation. Si elle fournit une éducation, c'est peut-être pas toujours la bonne. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais si vous voulez, faut-il pas aller vers autre chose en vrai? Oui, mais la notion de République, si vous voulez, est en fait assez éloignée de celle de démocratie. Hein, puisque elle est finalement un régime assez oligarchique, contrôlé par un petit nombre de minorités. Et aujourd'hui, dans le système politique, il y a vraiment le mode de sélection des hommes politiques aujourd'hui, c'est le mode de sélection jusqu'à une époque récente. Ça peut changer avec les médias alternatifs, mais le mode de sélection, c'était le mode par les médias. Donc les médias, ils vous sélectionnent celui qui va dans le bon cap, sinon il est flingué, quoi. Hein. Et d'un certain point de vue, c'est assez intéressant de voir
les mésaventures de Fillon. Les mésaventures de Fillon sont essentiellement liées au fait qu'il a gagné la primaire contre le candidat officiel qui était Juppé, et sur un discours, à tort ou à raison, sur un discours qui apparaissait conservateur. Donc les médias ont choisi de flinguer Fillon pour ce qu'il avait de bon. Hein? Donc il y a une opération de sélection des médias. Et il est évident que tant que les médias ont ce pouvoir de sélection, il peut jouer pour n'importe quel régime. Hein? Je pense qu'il peut y avoir des prétendants qui ont déjà fait beaucoup de compromis avec les médias, par exemple. Hein? C'est peut-être pas ceux qui ont vos préférences, mais vous voyez, il n'y a pas de solution absolue dans la mesure où les médias, aujourd'hui, même s'ils sont aujourd'hui concurrencés par les médias alternatifs, ce sont eux qui font l'opinion. L'idée du référendum est très séduisante, mais comment faites-vous pour que le référendum échappe au défaut de la débat et de l'argent, puisque ça passe par une campagne de type électoral, et que finalement tout dépend aussi, deuxième chose, de la façon dont est posée la question. Oui. J'ai dit d'un point de vue caricatural, je pose une question sur l'avortement. Si vous posez la question, est-ce que vous êtes opposé à ce que les femmes soient libres de leur choix, oui. ou bien est-ce que il faut-il défendre l'enfant à naître, la réponse, manipulée en plus par les médias, va être alors, tous ces connaître. Deux réponses à votre question. Alors c'est vrai que les médias et l'argent jouent aussi un rôle sur le référendum. Ça s'est vu notamment dans les rares référendums qui ont été gagnés sur l'affaire là où il y a eu pas mal de référendums, il y a dû y en avoir une quinzaine dans le monde, y compris si on prend les différents États américains. Dans tous ces référendums, l'argent mis pour voter en faveur du mariage pour tous, et les médias ont fait campagne massivement pour le mariage de personnes de même sexe, et l'argent a été massivement de ce côté-là. Moyennant quoi, dans 4 référendums sur 5, enfin je vous donne un chiffre en ordre de grandeur, c'est quand même le non qui l'a emporté. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont devant une question concrète, ils répondent à une question concrète, ils ne répondent pas je vote pour un tel parce qu'on m'a dit qu'il était bien. Donc si vous voulez, le biais qu'imposent les médias est moins fort quand il s'agit d'une question. Hein. En plus, le débat, le référendum amène le débat. Si vous voulez, quand il y a eu le référendum sur Lisbonne, il y a eu un vrai débat très intéressant, très, très profond, et le non l'a emporté. Moyennant quoi, après, on a fait voter les députés qui étaient élus par les mêmes. Si vous voulez, les gens, en 2005, ils ont voté contre le traité de Lisbonne, et en 2007, à l'élection présidentielle, ils ont voté à 75%, 70% pour les gens qui étaient pour le oui. Donc vous voyez le biais entre le... Alors, ceci étant, bien sûr, l'argent et les médias pèsent aussi sur les référendums. Mais les gens ont quand même un plus grand discernement pour répondre à une question que pour choisir un représentant. Typiquement, il y aurait un référendum sur la peine de mort. Je pense que la peine de mort l'emporterait, malgré des médias, malgré des... Voilà. Bon. Donc, si vous voulez, voilà. Je ne vous dis pas que c'est parfait. Et puis, bien sûr, l'opinion peut se tromper, le peuple peut se tromper, bien sûr. Et puis, il y a d'autres valeurs qui ne sont pas forcément négociables. Mais, en tout cas, c'est moins pire. Voilà. Alors, les questions, dans le système de référendum d'initiative populaire, c'est le groupe de personnes qui pose la question, qui rédige la question. Voilà, qui la rédige à la fois en forme politique et en forme juridique. Hein? Voilà. Et donc le référendum, c'est pas seulement le référendum, ce qui est important, c'est le référendum d'initiative populaire.
C'est-à-dire, dans le cas de la France, à partir de 500 000 personnes. C'est ce que dit Vous le voyez qu'au niveau national ou au niveau local aussi? Au niveau national, au niveau départemental, au niveau local. Alors, pour le niveau local et le niveau départemental, ça pose effectivement une question qui est celui de la compétence territoriale. Hein? Il y a eu la question, quand il y a eu un référendum à propos de Notre-Dame-des-Landes, en fait, le gouvernement, en choisissant la zone de compétence du référendum, donnait la réponse. Voilà. Donc c'est là qu'il y a, pour le local, il y a des difficultés. Mais honnêtement, il y aurait des référendums, les maires ne veulent évidemment absolument pas, il y aurait des référendums locaux. Vous voyez, par exemple, on vous dit qu'on va vous installer un foyer de clandestins, vous faites un référendum, et donc les préfets ont interdit dans ces cas-là les référendums, parce qu'ils savaient quel serait le résultat, évidemment. Mais sur beaucoup d'autres sujets, sur les projets d'urbanisme, vous faites un référendum à Paris pour savoir s'il faut construire une tour de 200 mètres de haut à l'est de Paris, le résultat, il est connu d'avance, quoi. Donc, en fait, les gens qui dirigent, ils n'aiment pas trop ça, quoi. Oui, mais les pétitions sont même refusées. Mais les pétitions... Ils bah, veulent oui. détruire le salle de Haut-Lagrange, ce qui est monstrueux. Ça passe, il y a eu des pétitions. Mais les pétitions, ça sert à, enfin, Oui, ça sert à rien. il n'y a pas d'autre moyen. Bah oui, mais la pétition, Puisque c'est dictatorial. regardez la pétition, quand il y a 800 000 pétitions qui n'ont pas été déposées portées. au comité économique et social, dont le président, M. Delvoye, est aujourd'hui chargé des investitures de M. Macron, je signale ça au passage, C'est ça qu'il faut faire. bon, eh bien on les a mis au panier, mais 800 000 pétitions, c'est quand même considérable. Mais les pétitions... Alors ce matin, BFM TV disait, BFM Macron, pardon. BFM Macron, d'accord, disait qu'en fin de compte, ce qui était très contrariant, c'est que 70% des Français étaient de droite. Ah, oui, ça, Attendez, c'est- le chiffre est énorme. Ouais. Et que la France Oui, mais vote sous et les pense à droite. 70% des Français pensent à droite, Comment mais 70% des élus pensent à gauche. Voilà. Parce qu'une bonne partie... Oui, enfin 100%, vous êtes peut-être un peu dur, mais... bon, mais une partie une bonne partie des soutiens de Fillon, les NKM, les Le Maire, enfin des soutiens avec des soutiens comme ça, remarquez. Pécresse, enfin voilà. Avec des soutiens comme ça, il n'a pas besoin d'ennemis, remarquez. Oui? Oui, vous avez bien fait de signaler quand même la différence qui noie un peu tout le monde avec le peuple dans le mot démocratie. La différence entre le peuple et le citoyen. En fait, je ne sais pas si on a des statistiques, si on connaît les chiffres, mais combien représentaient les citoyens parmi le peuple en général? Dans une cité, en fait, c'était de l'aristocratie et non pas de la démocratie. Assez largement, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, il y avait que les citoyens qui votaient, ce qui était une minorité, que les hommes, pardon mesdames, oui, c'est sûr, et que et la condition, c'était aussi de porter les armes. Mais maintenant, grâce aux réseaux sociaux, avez-vous, vous, un moyen, une ligne pour pouvoir modifier le comportement en informant par les réseaux sociaux la triche et le mensonge qui est dans la démocratie représentative, dans le fait que les médias mentent pour occulter, parce que ça c'est comment agir maintenant. Oui, et vous alors, pouvez, vous... Si vous voulez, alors typiquement, par rapport aux élus, je vais vous dire, avant, l'élu qui prenait une position politiquement correcte dans une assemblée contre le vœu de ses électeurs, il n'avait que des avantages et pas d'inconvénients. Puisque les médias trouvaient ça bien, donc il faisait sa petite carrière, on parlait de lui en bien, il pouvait monter. Aujourd'hui, l'élu qui prend une position politiquement correcte, les médias vont trouver que c'est très bien, sauf que sur les réseaux sociaux, les électeurs, eux, vont le savoir et vont trouver ça beaucoup moins bien. Typiquement. Juppé était formidable, il était progressiste, c'était l'homme dont on avait besoin, tout était parfait. Il a été flingué par Ali Juppé. Alors, Ali Juppé, c'est quoi? Ali Juppé, c'est un sobriquet. Bon. Mais c'est un sobriquet qui correspond à une réalité. La réalité,
c'est les liens qu'il avait avec le projet de grande mosquée de Bordeaux, avec les liens qu'il avait avec Tarek Obrou de l'UEIF, qu'il avait décoré de la Légion d'honneur, etc. Et donc, tant que ce n'était connu que d'Happy Few, c'était très bien, c'était son image de progressiste, etc. À partir du moment où ça a été connu par tout le monde, ben, il est tombé. Alors Ali Juppé, moi je peux vous donner l'historique précis d'Ali Juppé. C'est une phrase que j'ai utilisée en juin 2016 sur l'émission Immédiat, ou en juin 2000, oui c'est 2016, 2015, sur l'émission d'Immédiat. Ça a été repris en compte Twitter, sur Facebook, et ça a circulé. Et ça s'appuyait, c'était pas simplement pour le plaisir d'un bon mot, ça s'appuyait sur le travail fait par Info Bordeaux, qui est un site de réinformation régionale, fait par l'Observatoire de l'islamisation. Ça a été ensuite, tout ça a été relayé sur F de Souche, et à la fin, ça a été repris par les sarkozystes, qui ne savaient pas qu'au final, ça allait bénéficier à Fillon. Et ça, c'est la vie. Mais si vous voulez, voilà typiquement une opération où les réseaux sociaux ont été absolument déterminants. Alors, je vais vous dire, si vous demandez à Juppé ce qu'il pense des réseaux sociaux, ça m'étonnerait beaucoup qu'il vous en dise du bien. Alors, ou alors ce serait du masochisme. Pour démolir Macron et démolir le système. Bah, Macron, écoutez, on relaie beaucoup. Il y a eu quelqu'un qui n'est pas de notre famille, mais il y a sur le site Les Crises, il y a eu une critique de Macron. Bah Macron, si vous voulez Macron, il y a toute une série de critiques possibles. Bon, d'abord, quand il était chez Rothschild, il a gagné 3 millions d'euros. Bon, il a gagné 3 millions d'euros. Le problème, c'est que son patrimoine n'a pas bougé. Donc, ou il a planqué, ou il a flambé. Après tout, il peut aussi aimer les beaux costumes. Hein. Bon. Ou il a planqué, ou il a flambé. Première question. Ensuite, ça, c'est pas forcément le plus grave. Quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée et ministre des Finances, il a pris 3 actes importants. Il a d'abord donné SFR à Drahi, ce qui a conduit à une valorisation de l'action du groupe Drahi de plusieurs milliards. Alors entre nous, les 4000 € de Pénélope, hein, c'est quand même de la blague à côté. Hein. Alors vraiment, c'est cheap. Hein. Bon, voilà. Donc ça, Drahi, alors évidemment, vous comprenez que Drahi, qui dirige l'Express, qui dirige BFM Macron, qui dirige RMC et tout ça, ça roule à fond les manettes pour Macron. Ce qui est quand même aux limites du conflit d'intérêts, dans la mesure où Bernard Mourad, qui a servi d'intermédiaire entre Macron et Drahi lors de la vente de SFR à Drahi, est maintenant prêté par Drahi à Macron pour diriger sa campagne électorale. C'est quand même... Déjà d'où il sort avec un nom pareil. C'est quand même... Je ne sais pas, mais c'est en tout cas... au minimum un conflit d'intérêts. Quand il a été ministre des Finances, il a bradé Alstom aux intérêts américains, et Alstom, c'est pas rien, c'est la filière nucléaire, y compris la filière nucléaire militaire. Il a bradé la filière, il a vendu Alstom, et il a vendu Technip. Technip, c'est les canaux du pétrole, disons, pour faire simple. Voilà. Donc, il a pris des décisions contraires à l'intérêt national. Dans l'affaire Drahi, il est au minimum dans le conflit d'intérêts. Bon, alors je passe son histoire de Fred Bush
à 120 000 euros, parce que bon, c'est pas à la même échelle. Il a passé aussi un marché pour une opération où il se faisait sa publicité aux États-Unis. Il a passé un marché dans des conditions douteuses, selon un rapport de l'inspection générale des finances, dont Macron est lui-même issu. Et ça, c'est de la bricole. C'est 120 000 euros, c'est 400 000 euros, c'est des machins à la Fillon, c'est pas à l'échelle. Mais les grandes affaires, c'est Drahi, c'est Technip, c'est Alstom, et c'est l'argent gagné chez Rothschild dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors évidemment, tout ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, mais vous pouvez pas condenser quelque chose de clair. Il y a un article sur TV Liberté. Il y a une émission de TV Liberté qui est consacrée. Vous allez sur TV Liberté, Macron, vous allez le trouver. Il y a quand même un certain nombre de choses qui circulent. Oui, ça sort, mais évidemment, ça sort pas aux 20h de TF1, ça sortira pas dans l'Express, voilà, mais ça circule quand même beaucoup, à mon avis. Ça circule beaucoup, mais par toute cette capillarité, puis c'est à vous de le relayer. Hein. Vous allez voir, vous relayez. Regardez, BFM Macron, tout le monde en a entendu parler, quoi. Donc il y a encore 6 semaines. Pardon ? Il y a un livre qui va sortir, paraît-il, sur les méfaits Macron. Oui, bah, ce serait bien. Ça s'appelle les Macroneries. Oui. Bah, le nom se prête un peu à... On va se faire macroniser. Des plaisanteries, oui, tout à fait. Je reviens sur le thème concernant le référendum d'initiative populaire. Oui. Il me semble qu'il est défendu par 2 partis pour 2017, par le Front National, oui, mais aussi par du coup M. Asselineau de l'UPR. Et bien qu'il soit marginal, qu'est-ce que vous pensez de lui et de son mouvement? Alors, s'il défend le référendum d'initiative populaire, il a raison. Je crois que, si vous voulez, Asselineau, c'est un souverainiste sans l'identité. Et la souveraineté sans l'identité, ça a, à mon avis, pas beaucoup de sens, quoi. Et il nie absolument toute la question de l'immigration, donc il nie un pan entier de la réalité. Le reste de son discours a sans doute du juste, mais il nie un pan entier de la réalité. Voilà. Mais s'il défend le référendum d'initiative populaire, c'est un bon point pour lui. Le référendum d'initiative populaire peut être dangereux pour l'unité d'une nation aussi. On voit en Espagne ce qui se passe avec la Catalogne et tout ça. Et donc ça peut arriver à la France, ça pourrait arriver avec la Corse, avec certaines régions. Ça c'est différent. Ouais, mais si vous voulez, là, honnêtement, la Corse, il faut lui trouver un statut adapté. Un statut adapté, comme certaines régions d'Italie ont un statut adapté. Hein. Voilà, en l'occurrence, c'est pas le référendum d'initiative populaire qui crée le problème. Il peut contribuer à révéler un problème qui existe. Hein? Vous n'avez plus de questions? Bon, alors, dans ce cas-là, vous êtes invité à venir jeter un coup d'œil aux publications de M. Le